Tic-tac, tic-tac, le compte à rebours est en train de s'achever à Zaporijjia. Ça fait plusieurs jours maintenant que les Ukrainiens alertent le monde sur une manœuvre russe qu'ils ont, disent-ils, décelée. Le fait de piéger cette centrale avec des explosifs. Les Russes s'apprêtent à quitter la centrale, à l'évacuer. Ils vont emmener avec eux les techniciens ukrainiens qui assuraient sa maintenance, son fonctionnement. Et ils auraient donc piégé la centrale. Mais voilà que les Russes, eux aussi, affirment « Oui, cette centrale est piégée, mais c'est un coup des Ukrainiens. C'est eux qui piègent la centrale. » Et cette actualité, c'est un classique. Hein, vous nous direz ça, Galia, j'imagine, mais c'est un classique que les Russes, on le dit souvent, c'était le cas pour le barrage de Makivka. Lorsqu'ils préparent quelque chose, ils indiquent à l'avance que c'est la partie adverse qui en est la responsable. Mais on va voir ça en détail. En tout cas, la nuit tombe sur la centrale de Zaporijjia et les heures qui viennent, les heures que l'on vit, eh bien, vont révéler si effectivement il y a péril ou bien s'il y a eu exagération et s'il y a eu peut-être fausse alerte. Voyons d'abord où on en est ce soir. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est ça qui est frappant, c'est que en Russie, les Russes suivent cela également. Zaporijjia, c'est un gros sujet, ils le suivent minute par minute quasiment. Oui, ce matin, les Russes ont allumé leur télévision et presque toutes les chaînes ouvraient leurs journaux sur le sujet. La centrale de Zaporijjia va être attaquée. La branche internationale de Russia Today, par exemple, avait un seul titre. Écoutez. Kiev is planning to strike the Zaporozhye nuclear power plant overnight on the 5th of July with a missile containing a nuclear dirty bomb warhead. That's according to the head advisor to the general director of Rosenergoatom. Un homme apparaît partout. Renat Karcha, employé de la centrale chez Rosatom, la société russe qui exploite le site désormais. Il est présenté comme la principale source en Russie de ce qu'il se passe à l'intérieur de la centrale au quotidien. Et il l'affirme, Kiev attaquera la centrale ce soir. Сегодня поступила информация, которую я, собственно говоря, уполномочен озвучить, которая подтверждает, по сути дела, все те. Итак, 5 июля, значит, буквально ночью, вот в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную станцию с использованием высокоточных средств большой дальности, а также беспилотных летательных аппаратов «Камикадзе». Одновременно с этим ими планируется сброс воздушного судна, значит, боеприпаса, который в конечном итоге снаряжен радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля. Vous avez bien entendu, la Russie prépare les esprits à une attaque imminente et c'est précisément ce qui inquiète les Ukrainiens. À chaque fois que Moscou a accusé les Ukrainiens de préparer une attaque, elle a eu lieu et souvent les enquêtes ont prouvé que ce sont les Russes qui l'avaient organisée. On a tous en tête le dernier exemple récent avec le barrage de Kakhovka. Voilà, là c'est ce que les Russes découvrent à la télévision russe. Les Ukrainiens pendant ce temps apportent de nouvelles précisions, Quentin, sur les explosifs que les Russes auraient fixés, auraient laissés sur cette centrale. Oui. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est Moscou qui attaquera la centrale cette nuit et il s'appuie sur les nouveaux éléments des services de renseignement ukrainiens qui affirment savoir où sont placées exactement les charges explosives dans la centrale. Des objets similaires à des engins explosifs ont été placés sur le toit extérieur des réacteurs 3 et 4. Dans le détail, voilà ces réacteurs. Regardez, le 3 et le 4, juste ici, les explosifs sont placés au-dessus sur le toit. Il faut toujours le rappeler, ces réacteurs sont à l'arrêt depuis septembre, comme 3 autres, le 6e étant maintenu en veille. Mais est-ce à dire que cela ne comporte aucun risque ? Bien, à l'arrêt depuis assez longtemps, selon les spécialistes, un réacteur nucléaire contient beaucoup moins de matière radioactive, mais le matériel à l'intérieur, notamment les pièces métalliques ou encore les gaines,
peuvent toujours être contaminés, notamment par des matières un peu plus radioactives, plus longtemps, comme le césium-137, qui peut mettre 40 ans pour se désagréger. Et il faut savoir également que les réacteurs doivent être refroidis en permanence, malgré le fait qu'ils soient à l'arrêt. Mais petit point précis, Quentin, l'enceinte du réacteur, c'est gros une enceinte, est-ce qu'elle peut céder après l'impact d'une explosion? Eh bien, tout dépend des explosifs, David. Aucune précision n'a été apportée par Kiev, mais a priori, oui, elle peut tenir. Il faut savoir que ces réacteurs de Zaporijjia sont de deuxième génération, beaucoup plus solides par exemple que ceux de Tchernobyl. Il y a d'abord un dôme de confinement fait en béton armé de plus d'1 mètre d'épaisseur. À l'intérieur, une deuxième barrière, elle aussi en béton, aussi épaisse. Et ce n'est qu'ensuite qu'on retrouve le réacteur nucléaire à proprement parler, dans une cuve en acier de plusieurs centimètres d'épaisseur. Toute cette structure est censée, en théorie, résister à des chocs exceptionnels comme des crashs d'avions ou encore des attaques de missiles conventionnels. Il faudrait donc que les charges explosives soient surpuissantes pour qu'elles arrivent à endommager sérieusement le réacteur nucléaire qui libérerait alors les particules radioactives dans l'air. C'est peu probable pour les experts. En clair, si la menace se confirme à Zaporijjia, il s'agirait plus d'un choc psychologique qu'autre chose. Ça, c'est très important. On aura l'occasion de le commenter, mais voilà, c'est un point très important. On ne parle pas d'une catastrophe nucléaire, atomique, comme certains en brandissent la menace. Un acteur central est plutôt silencieux. L'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, est-elle sur place? Est-elle sortie du silence? Eh bien, selon Mariano Grossi, le patron de l'agence, oui, des membres de l'AIEA sont sur place à Zaporijjia. Il affirme aujourd'hui que ces agents de l'organisation n'ont constaté aucun signe d'explosif ou de mine lors de la dernière visite. Écoutez. Zaporijjia, as you know, we have a permanent presence. I have been in contact with them today, just a few hours ago. We are aware of these affirmations, these statements. In our latest inspections, we haven't seen any mining activity, but we remain extremely alert. Le problème, c'est que la dernière visite connue des agents de l'AIEA date du 15 juin. Il y a 3 semaines, les Russes auraient très bien pu installer les explosifs après ou les enlever le jour de la visite pour les réinstaller le lendemain. Écoutez Bruno Combi, ingénieur en génie nucléaire. Les rumeurs qu'on avait, c'était qu'il y avait des mines de posées dans les sacs des machines et sur certains endroits du bassin de retenue d'eau, notamment les grilles qui permettent de vider ou remplir le bassin. Maintenant, les Russes qui contrôlent l'accès au site savaient que M. Raphaël Grossi venait visiter la centrale. Ils ont très bien pu poser des mines, puis les avoir enlevées au moment de la visite et de l'inspection et les avoir remises le lendemain. Donc tout le monde peut avoir raison et dire la vérité, et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de risque. Aujourd'hui, l'AIEA demande officiellement à Moscou un accès supplémentaire pour des vérifications. Voilà, enfin, Raphaël Grossi n'a pas l'air particulièrement affolé, c'est ce qu'on peut dire. Il demande un nouvel accès à la centrale. Il n'a pas l'air spécialement affolé. Tout dernier mot, Quentin, y a-t-il des signes d'inquiétude de la population autour de la centrale? Oui, notamment à Zaporijjia, côté ukrainien. Dans certains supermarchés, regardez, les habitants se ruent dans les rayons pour faire des provisions de nourriture. Comme ici, les files d'attente s'allongent à la caisse. On vous parlait lundi des exercices grandeur nature, d'évacuation. Eh bien, dernière décision des autorités, des clips vidéo diffusés à la télévision sur les bons gestes à suivre en cas de catastrophe. Regardez cet extrait. Si vous êtes dans votre voiture, coupez le moteur, fermez les fenêtres, couvrez-vous les oreilles, mettez un masque pour ne pas respirer les particules. Si on se retrouve à l'extérieur, ne pas regarder en direction de l'explosion. Dans les villes sous contrôle russe, en revanche, tout semble calme. Merci Quentin. Bon, théoriquement, on sera fixé ce soir, là, dans les heures qui viennent. Mais mettez-vous à la place des téléspectateurs qui entendent ça depuis des jours et des jours. Zaporijjia, piégé, ce sont les Ukrainiens qui le disent. Maintenant, les Russes embrayent en disant non, ce sont les Ukrainiens qui ont piégé, mais on voit que c'est un classique de l'argumentaire russe. Est-ce que vous êtes inquiet, Pierre? Oui, je suis inquiet parce que on parle de nucléaire civil
mais les dégâts potentiels sont importants. Vous parlez d'un classique, vous avez raison, dans le sens où depuis le début de la guerre, ce sont des épisodes qui reviennent par échelon. Il y a eu diverses frappes à certains moments sur des éléments électriques à proximité de la centrale. On sait que les Russes avaient positionné des batteries de missiles et d'artillerie tout à fait à proximité. Donc tout le scénario que vous avez dévoilé avec les émissions qui expliquent ce soir, dans la nuit, dans l'obscurité de la nuit, un avion va lâcher une bombe avec des déchets radioactifs, etc. C'est-à-dire, quand vous avez du côté russe ce type de précision à l'avance, précision par ailleurs assez grotesque pour certains aspects, il y a de quoi quand même s'inquiéter. Et après, j'essaierai peut-être en 2 mots d'expliquer pourquoi les Russes pourraient être intéressés à créer un incident majeur autour du nucléaire, avec, je dirais, l'ampleur qu'on ne connaît pas. Pourquoi c'est assez grotesque ? Parce que, ça a été très bien dit par Quentin, d'abord, les Ukrainiens ne vont pas frapper leur propre centrale nucléaire, qui est un fleuron de leur industrie nucléaire civile. Ils ne vont pas polluer une zone entière, provoquer éventuellement un nuage. Donc on ne voit pas du tout pourquoi les Ukrainiens le feraient. Par ailleurs, c'est un peu comme le barrage de Novakhovka. J'avais expliqué à l'époque, parce que les Russes avaient dit, ce sont les Ukrainiens qui ont fait des frappes à l'extérieur, il n'y avait aucune trace de frappe, et même si les Ukrainiens avaient frappé le barrage de Novakhovka, ils ne seraient pas parvenus, sauf à faire une campagne de 15 jours en mettant des missiles au même endroit du barrage, à faire éclater un ouvrage d'art de cette dimension. Donc seuls les Russes qui détenaient les clés de l'intérieur avaient la capacité à faire exploser le barrage. Et là, c'est pareil. On a un peu sur le plan, c'est un peu le modeste ancien officier du génie qui parle, on a un peu la même problématique. Quand vous mettez des charges à l'extérieur, ces charges, quand elles explosent, elles perdent une partie de leur puissance. Celles qui sont puissantes, c'est celles qui sont à l'intérieur, parce que l'explosion est confinée, elle est concentrée, et donc ça démultiplie la capacité de destruction. Si les Russes jouent sur les 2 tableaux, c'est-à-dire des charges, des mines qu'ils ont placées à l'intérieur pour détruire tel ou tel élément, j'ignore quoi, et ils peuvent avoir placé des charges à l'extérieur pour qu'il y ait des traces extérieures, c'est-à-dire il y aura un entonnoir, il y aura une trace noire, etc., pour dire, regardez, c'est bien les bombardements dont on vous a parlé. Donc, cette scénographie qui est racontée par les télévisions russes à force de détails, évidemment, ça ne peut que susciter une grande inquiétude. Et dernier point, depuis le barrage de Novakhovka, et je pense que la tentative de putsch n'a fait qu'aggraver cela, en tout cas, c'est ce que j'ai avancé au moment de la destruction du barrage et après la tentative de coup d'État, à savoir que, à mon sens, Poutine, le parrain Poutine, est contraint d'abord de faire une grande lessive intérieure qui va peut-être prendre du temps pour arriver à identifier tous ceux qui ont été complices de Prigojine dans cette tentative de coup d'État, et par ailleurs sur le terrain ukrainien, de façon à parer ses flancs du côté des extrémistes russes, les brins rouges, les nationaux bolcheviques, qui n'arrêtent pas de dire « mais Poutine est mou », etc. Vous savez, c'est l'information que je vous donne, ces derniers mois, Prigojine, quand il parlait de Poutine, il l'appelait le botoxé. Et parfois, il l'appelait aussi avec d'autres termes que vous ne pouvez pas employer, que je ne peux pas employer, qui veut dire le mou du genou, si vous voulez, le mou du genou. Donc, en radicalisant et en touchant au nucléaire, Poutine peut être tenté par ça. Et tout dernier point, moi, ce que je vois aussi, s'il touche au nucléaire civil, c'est peut-être parce qu'il peut considérer que c'est une sorte d'ultime avertissement avant l'arme nucléaire. C'est-à-dire que c'est une nouvelle déformation complète du nucléaire. On a beaucoup dit qu'il avait pratiqué son offensive sous couvert de sa protection nucléaire, ce qui est un viol, ce qui est un crime par rapport à la doctrine de dissuasion nucléaire. Et là, si vous voulez, de la même façon que dans la doctrine de dissuasion nucléaire des pays dotés, il y a l'idée d'avoir un ultime avertissement nucléaire avant véritablement la dissuasion stratégique. Là, il peut jouer cette partie. C'est pour dire que les Russes auraient un intérêt à le faire, pour dire, attendez, comprenez-nous bien, ça c'est un ultime avertissement. Alors on ne va pas le dire comme ça, on va dire que ce sont les Ukrainiens, mais on serait dans cette logique. Donc oui, je suis très préoccupé. Il y a des raisons d'observer ça de très très près. Dominique, pour poser la question autrement, est-ce que vous pouvez imaginer que les Ukrainiens brandissent cette menace s'il n'y a aucun fond de vérité dans les informations dont ils disposent ? Ils brandiraient cette menace uniquement pour affoler, inquiéter l'Occident et encore une fois montrer les Russes du doigt. Et
Et à l'inverse, est-ce que si les Russes en font autant, c'est effectivement parce qu'il y a des raisons de soupçonner qu'eux-mêmes préparent quelque chose ? Non, moi je me sens très proche de Pierre sur cette question. Je le dirais peut-être un peu différemment. Poutine dit « vous me pensez affaibli » depuis la tentative de coup d'État. Eh bien, l'essentiel, c'est que je suis encore plus dangereux. Tel un animal blessé, je peux mordre encore plus douloureusement. Et donc, il y a cette forme d'avertissement, en réalité, à l'Occident. Vous croyez que je vais me laisser perdre cette guerre ? Eh bien non. Regardez, la preuve, et là, je crois que cet argument est très fort, c'est une forme de dissuasion non conventionnelle, par laquelle il dit « je peux faire sauter en réalité ces centrales civiles », ça veut dire que je serais prêt à faire bien pire demain. Donc vous avez la conviction que cette idée que la centrale est piégée par les Russes est tout à fait plausible. Tout à fait. Et je pars d'une analyse psychologique de Poutine. Il faut s'attendre au pire de lui. Et donc, il est parfaitement logique de prendre au sérieux ce que dit le gouvernement ukrainien. Je vous vois approuver, Galia, vous qui suivez de près la façon dont les Russes gouvernent et dont ils communiquent. Vous avez le sentiment aussi que c'est du sérieux ? C'est très certainement du sérieux. Je voudrais quand même rappeler 2-3 choses. D'une part, les Russes disent maintenant depuis des mois, les dirigeants russes, qu'un pays doté ne peut pas perdre la guerre. Donc la menace nucléaire est très claire. Ensuite, il y a eu des articles comme Karaganov, 3 articles différents qui préconisent l'usage du nucléaire pour dissuader l'Occident d'aider l'Ukraine. Nucléaire militaire. Nucléaire militaire. Là, on parle de civil. Attendez. Ensuite, il y a l'article de Medvedev, paru il y a 2 jours, un long article dans le journal très officiel qui s'appelle Rossiyskaya Gazeta, le journal russe, qui dit que l'objectif d'annihiler l'Ukraine, c'est le mot qu'il utilise, annihiler l'Ukraine, reste un objectif valable et qu'on n'a pas d'autre choix. Et là, elle confirme aussi qu'en fait, les enjeux, c'est beaucoup plus que l'Ukraine elle-même, parce qu'il s'agit bien de refaire le monde, restaurer les zones d'influence, etc., etc. C'est-à-dire, nous revenons à l'époque d'avant cette guerre, quand il y a eu l'ultimatum à l'Occident, à l'OTAN, aux États-Unis, etc. Maintenant, concrètement, Zaporizhia, j'imagine qu'il y a aussi une possibilité que les Russes vont bombarder la centrale. Peut-être n'auront-ils pas gain de cause dans le sens qu'elle ne va pas exploser. En effet, il y a le triple confinement, des mètres de béton. Est-ce qu'ils ont pu mettre et où les explosifs à l'intérieur? Peut-être c'est la salle des machines, peut-être c'est pas la salle des machines. Bref, là, on entre dans les spéculations. Mais je pense que s'ils ont commencé systématiquement à accuser d'emblée les Ukrainiens qui veulent exploser la centrale pour enrayer les succès militaires russes, c'est qu'il peut y avoir une réponse après. Imaginez le scénario, peut-être je suis complotiste, ils font une explosion sur le toit des réacteurs ou ailleurs de la centrale. Ils accusent les Ukrainiens. Est-ce que ça ne leur donne pas une raison supplémentaire? Il s'agit finalement surtout de leur opinion publique, et c'est à cette opinion publique qu'il faut montrer maintenant que Poutine est plus fort que jamais, à dire, voilà, ils dépassent tous les Ukrainiens. Il faut réagir. Il faut vraiment une frappe nucléaire. C'est-à-dire que la manip sur le nucléaire civil russe pourrait servir de prétexte pour l'utilisation du nucléaire militaire par ces Russes. Et vous savez,
On a Poutine- beaucoup dit, pardon, Galia, que Oui. ce serait le franchissement d'une ligne qui les priverait du soutien. Ah ben bien sûr, mais Poutine a eu les avertissements de Xi Jinping il y a 3 mois, en mars, quand Xi est allé là-bas. Il paraît qu'il a très sérieusement averti qu'il ne fallait pas utiliser l'arme nucléaire. Poutine a reçu aussi les avertissements des gouvernements américains, britanniques et français, en disant que s'ils utilisent l'arme nucléaire, ils seront attaqués avec des armes conventionnelles, mais de façon très appuyée. Mais Poutine joue son va-tout. Je pense qu'il est affaibli après le putsch de Prigojine. Nous en parlerons encore. Mais vous êtes sur un scénario plutôt... Enfin, vous n'excluez pas un scénario assez sombre, une manipulation, une stratégie délibérée. Michel, votre sentiment à vous. Je voulais vous faire écouter la ministre ukrainienne, la vice-première ministre ukrainienne. Elle précise un peu quels sont les sens des appels ukrainiens sur le sujet, des appels à tout l'Occident. Attention, il va se passer quelque chose. Et des précisions qui ont été données aujourd'hui sur l'endroit où sont situés les explosifs. Écoutez. Дивіться, давайте почнемо з того, що ми чудово розуміємо, що робить сьогодні Росія. Вона вчиняє ядерний шантаж саме Заходу. Це класичний прояв ядерного тероризму держави, яка є членом МАГАТЕ, давайте це не забувати, і постійним членом Радбезу ООН. Chantage nucléaire, montage Victor Gabet, est-ce que vous prenez l'affaire au sérieux? Vous vous dites, on agite, mais il n'y a rien de concret. Oui, alors je vais être obligé d'être l'élément peut-être le rassurant de l'ensemble de la table. Alors d'abord, en premier élément, les Ukrainiens n'ont absolument pas les moyens de provoquer un accident radiologique de grande ampleur. Ils n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas frapper, ils ne peuvent pas percer les réacteurs, ils ne peuvent pas à distance, c'est pas possible. Voilà, il faudrait des instruments, des bombes qu'ils n'ont pas. Donc très clairement, c'est pas possible. Si un accident est provoqué dans cette centrale, il sera forcément signé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et même pour le provoquer, il faudra quand même mettre le paquet véritablement en explosif. C'est encore plus difficile que de faire sauter le barrage de Nova Kakhovka, très clairement. Donc s'il y a un accident radiologique provoqué, ce sera forcément russe. Alors la question que je me pose, autant pour le barrage de Nova Kakhovka, on a la logique, on voit à quoi ça a servi. On sait que les Ukrainiens préparaient des opérations, pas des opérations très importantes, mais des opérations périphériques dans cette région, incontestablement. La destruction du barrage, d'inondation ont entravé toutes ces opérations au départ. Ça, c'est à peu près certain. Là, une explosion, un accident radiologique, militairement, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ça gèlerait pas cette partie du front ? Non. Non. Non, vous allez provoquer, vous allez projeter dans l'espace des particules radioactives. Ça va provoquer très localement certainement des dégâts, des accidents. Ça va augmenter le nombre de cancers dans la région, mais d'un point de vue militaire, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais l'intérêt, effectivement, il serait pas là. Il serait dans le symbole, dans le signe, dans une forme d'avertissement, dans un coup symbolique qui serait donné. Au passage, si on donne un coup symbolique, si on fait un ultime avertissement, on le revendique. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens de dire, voilà, c'est comme si on lançait effectivement une arme nucléaire, en disant, c'est l'autre qui l'a lancé. On ne comprend pas la logique. Si avertissement il doit y avoir, si coup il doit y avoir, il serait forcément revendiqué. Maintenant, il faut quand même voir un peu ce que ça représenterait, quoi. Imaginez, un État provoque un accident nucléaire sciemment. Alors, est-ce que vous imaginez que ça va refroidir tout le monde et dire « Oula, il faut arrêter » Pas du tout. La réaction, elle sera forcément vive, elle sera forcément contraire aux intérêts de la Russie. Alors, vous avez expliqué que Poutine a déjà pris des décisions qui, au final, se sont révélées... Ça pourrait impressionner les opinions occidentales.
et les pousser à dire « Ouh là là, il ne faut pas en faire trop, il est vraiment dangereux, il est sans limite ». Peut-être. Sérieusement, peut-être. vous pensez que ça irait dans ce sens? Non, j'en suis pas certain. Voilà. Non, il y aura une indignation J'évoque générale. l'hypothèse parce qu'il faut l'évoquer. Mais... Non, mais il y aura une indignation générale, évidemment. Et ça provoquerait en fait complètement l'effet inverse. On dirait, bon voilà, maintenant, il faut arrêter cette guerre, il faut vaincre la Russie le plus vite possible. La Chine, vous l'avez évoqué, qui est très sensible sur ce sujet, ne peut pas cautionner ça. Enfin, bon. Donc les pertes, même symboliques pour la Russie, seraient quand même très fortes pour un gain qu'on ne voit pas très bien en réalité. La Russie n'est pas aux abois, les forces russes ne sont pas aux abois, elles tiennent plutôt la ligne de front, ça résiste. Même Poutine, est-ce qu'il est vraiment aux abois actuellement? On n'est pas encore là, quoi. Donc on n'est pas, je pense, on n'est pas encore dans une situation qui justifierait de frapper un grand coup pour marquer les esprits. Bon. Et Grossi, Raphaël Grossi, n'a pas l'air très inquiet, quand même le dire. C'est le patron de l'AIEA. Plusieurs fois, il a manifesté son inquiétude quand il y avait des combats autour de la centrale. Il y est allé personnellement. Là, il est au Japon parce qu'il y a l'histoire des eaux usées de Fukushima qui vont commencer à être rejetées dans l'océan. Mais il n'est pas sur place lui-même et il n'a pas l'air spécialement stressé. Pierre, vous vouliez rajouter un mot, puis on va avancer. D'un mot, parce que, bon, comment dirais-je, les jours qui viennent donneront quelques éléments de réponse extrêmement concrets. J'écoutais Michel avec beaucoup d'intérêt et c'est tout à fait pertinent. Et en même temps, Michel, en vous écoutant, je pense à ce que Alexandre Melnik me dit très souvent en me disant « Pierre, tu es beaucoup trop rationnel. Tu es beaucoup trop rationnel. » Et mon point d'inquiétude, c'est qu'il faut rappeler que Zaporijia, c'est quoi pour Poutine? C'est la Russie. L'oblast Zaporijia, c'est un des oblasts annexés. C'est la Russie. Et donc, vous voyez bien, par rapport à ce que Galia a rappelé, c'est-à-dire toute cette montée depuis plusieurs semaines, Jean-François Boutors l'a souvent souligné sur nos plateaux, toute cette montée, comment dirais-je, théologique autour du nucléaire légitime. Là, comment ça s'exploite sur le plan propagande intérieure? Parce que je pense que ça peut être surtout une opération intérieure. Consiste à dire, mais vous regardez, l'OTAN... par la main des Ukrainiens, frappe nucléairement un territoire russe. Vous pensez qu'on peut rester inerte? Et à ce moment-là, le discours sur la dissuasion nucléaire russe, que Poutine a rappelé il y a quelques jours dans ses formes classiques, il peut, de certaine façon, le faire jouer. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on est sur un toboggan? Parce que, bon, il y a le coup d'après. Je suis d'accord avec Michel, c'est pas certain que ça tout d'un coup, tout le monde va s'arrêter, les Ukrainiens vont arrêter leur offensive. Mais dans les coups fourrés, les façons de monter des trucs un peu à la façon soviétique, je trouve qu'il y a un parfum qui est quand même préoccupant. Et d'un mot rapidement, pourquoi ils se retirent, les Russes? Pourquoi ils se retirent de la centrale de Zaporijia, en emmenant d'ailleurs les techniciens ukrainiens avec eux, alors que cette région, cette oblast, ils le revendiquent? Je pense que on va voir s'ils le font réellement. C'est pour dire, attendez, nous on y est pour rien. Vous voyez, on n'est même plus dedans, etc. Sauf que les explosifs, vous pouvez les faire péter à distance. Vous n'avez pas besoin. C'est plus dans les films, le cordon Bickford avec la mèche, etc. Donc ça peut être une manœuvre pour dire, attendez, nous, même s'il y a encore du personnel. Et alors apparemment, je ne sais pas si c'est très clair, mais le personnel ukrainien a eu son congé. Mais sur les personnels russes, et vous pouvez avoir des agents du GRU à l'intérieur ou d'autres forces spéciales, etc., ça sera difficile. Ils ont eu le temps d'aménager quand même un certain nombre de choses là. Voilà. Bon. Mais je ne veux pas être... Non, en un mot, pourquoi ils se retirent? Ça fait partie du mensonge. Nous voulons sauver la vie des Russes. C'est comme le mensonge officiel de la semaine dernière. Pourquoi il y a une trêve après l'échec du putsch? Il faut sauver le sang russe. On est dans la même logique.